Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. L'inflation, il faut qu'on en parle. On en a tellement parlé pendant des trimestres. Là, l'INSEE nous dit 2,3% en mars. Sur un an, on était à 3% en février, puis sur un petit peu en arrière, on était au-delà de 6% de mémoire il y a à peu près un an. C'était évidemment une bonne nouvelle que ça décélère, cette inflation des prix qui se confirme, cette décélération, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai regardé l'inflation alimentaire, 1,7% sur 12 mois. Ça va dans le bon sens. Ouais, ça décélère, mais ça reste de l'inflation. Bien sûr. Il y a quand même une augmentation des prix, et particulièrement des denrées les plus élémentaires dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est même pas tant les biens de luxe que les biens comme les pâtes, la farine, les œufs, etc. Et malheureusement la viande. Mais ça va dans le bon sens. Mais qu'il y ait une décélération, oui. Après, le problème, c'est que la décélération a lieu sur l'alimentation, elle a déjà moins lieu sur l'énergie. Il y a des rattrapages de charges actuellement qui se font pour les personnes qui sont locataires. C'est la fin de la trêve hivernale et je pense qu'une partie de la France est en train de décrocher. Donc en fait, oui, c'est une bonne nouvelle que l'inflation décélère, mais ça n'est pas une excellente nouvelle. On regarde la situation de bien des personnes aujourd'hui dans notre pays et j'ai une pensée pour celles et ceux qui sont très très inquiets et inquiètes de ce qui va se passer demain pour eux. Il y a l'inflation, puis après il y a les déficits, c'est les grands sujets d'actualité économique du moment. Sondage Odoxa Figaro qui est intéressant, qui dit que les 3/4 des Français estiment qu'il serait grave que la France n'atteigne pas son objectif de moins de 3% de déficit en 2027. On a des Français qui sont de plus en plus inquiets. C'est ce que ça traduit en tout cas cette enquête, l'évolution de la dette. Non mais de toute façon, toutes les paroles politiques vont dans ce sens, c'est grave, on a un déficit, c'est grave, la dette, etc. Mais non, ça n'est pas aussi grave que ce que le débat politique veut faire entendre. Je rappelle que la dette, c'est avant tout un choix, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter les impôts ou s'endetter. On a fait le choix de s'endetter. Tout titre de dette enrichit les personnes qui sont en capacité d'avoir des titres sur les marchés, des obligations, etc. Et donc, en fait, on fait un choix qui est un choix non pas de réduire les inégalités et de faire en sorte que le service public soit une forme de ciment social extrêmement fort. On fait le choix, au contraire, de s'endetter, de donner la possibilité aux personnes qui peuvent acheter des titres de dette, de dire attention, vous savez que les Français, dans leur assurance vie, ont des obligations de l'État français. Oui, en partie, mais ce n'est pas eux qui sont les principaux détenteurs de la dette française. Je rappelle qu'elle est par ailleurs largement détenue par l'étranger. Oui. Donc en fait, là, c'est un choix économique qui nous conduit forcément à un drama sur la dette, qui nous conduit forcément à la réduction des dépenses publiques dans l'optique du gouvernement actuel. Je rappelle que dans la mesure où nous sommes dans une situation extrêmement critique sur le climat, mais vraiment extrêmement critique, nous devrions augmenter nos dépenses publiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Ferry-Mahfouz. C'est un point de PIB pour le climat par an, en plus. C'est 60 milliards. Ouais, c'est 60 milliards. Eh bien, aujourd'hui, on est à une diminution de 10 milliards d'euros sur la transition écologique. Les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire, c'est moins 10 milliards d'euros. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je voudrais dire aux Français et Françaises qui nous écoutent, c'est que plus on retarde l'action écologique, plus on la retarde, plus elle coûte cher. Eh bien oui. Et donc, en fait, cette petite économie d'aujourd'hui, qui est présentée comme une économie, est en fait une énorme dépense demain, une énorme dépense et une énorme mise en danger de chacun et chacune, parce qu'on le voit avec les inondations, on l'a vu avec la sécheresse cet été, on l'a vu avec les méga-feux au Canada. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est non seulement plus d'argent public nécessaire à l'adaptation au réchauffement climatique, mais aussi une mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, il y a une maison individuelle sur 2 en France qui est par exemple exposée au risque de retrait-gonflement des argiles en cas de sécheresse importante. Ça veut dire qu'il y a... Une sur 2 ? Une sur 2. Ça veut dire qu'il y a un propriétaire de maison individuelle sur 2 qui peut voir sa maison ne plus rien valoir, plus un sou, et ne pas être indemnisé pour la plupart d'entre eux. Donc en fait, vous voyez que quand on parle d'économie, il faut savoir de quoi on parle. Et là, ce sont des économies de bout de chandelle qui vont nous faire avoir des coûts et des risques et prendre des risques. Comment vous arrivez à 10 milliards d'économies sur l'écologie? Moi, j'ai noté le budget de MaPrimeRénov', la baisse du budget, enfin qui est une moindre hausse. Alors, il y a une diminution sur les transports. Il y a notamment une diminution sur les transports et les transports collectifs. Et ça, il y a un rapport d'un collectif qui a été fait sur l'évolution
l'évolution des services publics qui montre bien qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus les transports et les mobilités que dans les générations précédentes. Et donc, en fait, dans la transition écologique, nous devrions augmenter la part des transports publics, augmenter l'investissement dans les transports publics. Cette diminution permanente de cet investissement, non seulement pose un problème d'infrastructure, mais derrière pose un problème d'accès. Comment vous arrivez à 10 milliards sur ce chiffre-là? Parce que moi, je veux 10 milliards de baisse de crédit pour l'écologie. Alors, il y avait, il faudrait que je retrouve, mais il y avait 2 milliards sur la prime Rénov' de mémoire. 1 milliard. 1 milliard sur la prime Rénov', il y avait sur les transports collectifs, il y avait sur l'énergie, il y avait une baisse de crédit sur l'énergie, mais ça je pourrais vous transmettre les chiffres. Ouais. Et derrière, il y avait une baisse des crédits programmés cette année et des crédits programmés sur les années à venir. Est-ce à en conclure, et je vous laisserai le dire par vous-même, que l'écologie passe à la trappe là, l'écologie est le premier poste de réduction budgétaire aujourd'hui. Le premier, devant l'emploi. Donc oui. Donc l'exécutif laisse de côté l'écologie ? C'est pas qu'il laisse de côté, c'est que l'exécutif est aujourd'hui dans un déni climatique absolu et qu'en fait ça nous pose un problème majeur. D'ailleurs, je pense que les jeunes générations s'en rendent bien plus compte que d'autres et ça affecte bien des aspects, notamment leur santé mentale aux plus jeunes. Et il ne faut pas négliger ça non plus parce que moi qui fais une mission sur la santé mentale et sur les urgences psychiatriques, les tentatives de suicide des plus jeunes explosent actuellement et dans les critères qui nous sont donnés par les psychiatres, il y a le harcèlement, les violences et l'éco-anxiété et la peur de l'avenir. Et en fait, nous faisons tout pour leur donner peur sur l'avenir. Et qui sommes-nous pour effrayer à ce point-là les jeunes ? C'est effrayant ou pas de voir la suppression de l'autonomie du ministère de la Transition énergétique ? Pas effrayant, mais est-ce que ce n'est pas symptomatique ? C'est absolument symptomatique de ce déni dont je vous parlais et de l'incapacité qu'on a à penser la transition écologique comme première. En fait, on la met toujours soumise à impliquée dans, mais jamais comme première dans les actions de l'État. Sandrine Rousseau, je reviens à ma première question sur le déficit public. Donc 5,5% de déficit public en 2023, pas grave. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis juste pourquoi on a 5,5%. Oui, mais déjà, est-ce que c'est grave ou pas ? Ça dépend. Si on a 5,5% pour faire la transition écologique, mais oui, mais c'est toujours pareil. Pour investir dans la santé, pour investir dans la défense. Oui, et si on a 5,5% parce qu'on a donné davantage aux entreprises, je rappelle qu'il y a près de 160 milliards d'euros chaque année qui sont donnés en aide aux entreprises, eh bien, quelles entreprises, avec quelles conditions, qui restent aussi en France parmi les avec quelles conditionnalités écologiques et sociales. Les 160 milliards d'euros qu'on leur donne, avec quelles conditionnalités écologiques et sociales ? C'est pas dans l'absolu. Zéro. C'est pas le chiffrage dans l'absolu, c'est la conditionnalité. Exactement. Et le gouvernement s'est opposé à toute conditionnalité, notamment sur l'écologie. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans la situation gravissime dans laquelle nous sommes, il n'y ait pas d'éco-conditionnalité dans les aides qui sont fournies aux entreprises ou dans les exonérations de cotisations. Donc quand Emmanuel Macron veut revenir coûte que coûte, c'est son discours, sous les 3% de déficit public, en 2027, il a tort ? Il a tort dans le monde actuel, bien sûr qu'il a tort. Nous devons penser les priorités et dans les priorités, comment nous les finançons. Et là, aujourd'hui, la réduction de l'objectif la réduction du déficit n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi sert ce déficit, en quoi il est utile. À la France. Et aujourd'hui, je regardais par exemple l'enquête PISA, qui est l'enquête sur l'école française. La France est le pays où il y a eu le plus de transferts du public vers le privé des élèves aujourd'hui, parce que l'école publique n'attire plus, les conditions d'enseignement à l'intérieur de l'école publique n'attirent plus. Est-ce que l'école publique est une priorité dans notre nation ? Est-ce qu'on décide de continuer ce qui a été fait depuis le 19e siècle et accéléré après-guerre, qui est de dire que l'école publique doit permettre aux pauvres, à l'enfant de pauvres comme à l'enfant de riche, d'avoir accès à une éducation de qualité. Telle est la question en fait. Et pour moi, quand on dit la France disparaît, les valeurs de la France disparaissent, mais c'est profondément ça, les valeurs de la France. Et on est en train, en effet, de les mettre en danger.
Après, cette question qui se pose des économies, et quand les Français sont interrogés, sondage Odoxa, encore une fois pour le Figaro, qui date d'hier ou d'avant-hier, ils plaident à 54% pour une baisse du nombre de fonctionnaires, 52% pour une réduction des aides sociales. Qu'est-ce que vous leur répondez à cette je leur réponds que Français qui disent ça? Je leur réponds que sur les fonctionnaires, en pourcentage de l'emploi total français, nous avons déjà diminué de près de 3 points par rapport à 1989. Donc la part des fonctionnaires dans l'emploi français diminue. Diminue. Oui, mais c'est un chiffre important parce que cela dit qu'en fait, la part de la fonction publique se restreint, l'espace de la fonction publique se restreint. À quoi servent les fonctionnaires ? À quoi servent les fonctionnaires? Ils servent à assurer un service égal à chacun et chacune, à l'hôpital, dans la santé, mais aussi dans la protection de l'environnement, mais aussi dans le contrôle des installations classées, mais aussi dans le contrôle de l'alimentation, de la fraude fiscale, mais aussi dans l'école, aussi dans l'université. Ça sert à ça, en fait, les fonctionnaires. C'est-à-dire à assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne français ait accès à un ensemble de services qui sont des services à la fois de qualité, à la fois à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de progrès et que ce soit égalitaire. Et en fait, ça, c'était un projet dont on aurait pu penser que c'était une utopie. Et en fait, nous l'avons mis en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale sur l'idée que le fascisme s'était nourri des inégalités et s'était nourri du délitement du lien social. Et nous sommes en train, alors que le fascisme est en train de monter, de refaire la même erreur. Est-ce raisonnable? La réponse est non. Ouais. Avec pourtant, Sandrine Rousseau, des dépenses publiques rapportées au PIB parmi les plus élevées du monde. On dit qu'il y a un truc qui cloche quand même. Non, avoir bien sûr qu'on a les dépenses autant d'insatisfaction avec autant de dépenses publiques. Bien sûr qu'on a les dépenses publiques les plus élevées au monde. C'est précisément là qu'est notre spécificité de notre modèle social. Bien sûr. Mais par rapport aux États-Unis, nous ne payons pas 10 000, 15 000 ou 20 000 dollars l'université ou euros l'université. Nous ne payons pas l'école, nous ne payons pas quand nous avons un cancer. C'est ça la force, la beauté, l'immense richesse de notre système social. Et nous sommes en train de l'effriter. Et en fait, la question, c'est est-ce que nous voulons vraiment ça? Parce qu'évidemment, si on nous serine toute la journée qu'il faut moins de déficit, à la fin, on dit qu'il faut moins de déficit. Mais quel est le prix de cela, en fait? On sait comment ça se passe. On a vu le cas avec la Grèce, c'est une autre histoire. Mais quand les déficits explosent, après, il y a des risques avec les investisseurs étrangers qui nous financent largement, qui financent les 150 milliards d'euros de déficit public, n'aient plus envie de nous prêter ou nous prêtent pour beaucoup plus cher. On le prend, ce risque, parce que... Je rappelle que le Japon est à 255% de son PIB en dette. La dette est détenue par des investisseurs domestiques, et pas étrangers. Oui, mais ça, on pourrait imaginer un système, en fait, de... Vous seriez favorable à ça? Je pense qu'on pourrait très bien imaginer que la dette étant un enjeu collectif, nous devrions savoir qui la détient et qui la maîtrise. Parce qu'on voit par exemple qu'il y a des pays étrangers on parle beaucoup de l'influence étrangère, on en parle dans les partis politiques, on en parle sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'influence étrangère dans la détention de notre dette. Donc ça ce serait un axe très intéressant. Ils financent nos fins de mois aussi. Hein. On est bien content aussi qu'ils viennent financer. Oui, mais on pourrait très bien... La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants? Totalement, absolument. Et la deuxième chose, c'est que... donc on a le Japon à 255% de la dette. On a les États-Unis... qui sont, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois à plus de 130% de leur PIB. On a le Portugal... Mais ils ont le dollar. Qui est la monnaie. Le Portugal n'a ni le dollar, ni la dette domestique, ils sont à 118%. On a mais sur le Portugal, ils ont beaucoup moins de déficit que nous. Non, mais beaucoup moins de déficit. Ils ont un stock de dette qui est bien supérieur au nôtre encore. Et pourtant, nous sommes entre 105 et 110% du déficit, du PIB. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que... il y a des pays qui ont plus de dettes que nous. Donc en fait, on n'est pas une espèce de... L'Italie aussi, on pourrait citer l'Italie. L'Italie, absolument. Mais qui a un excédent primaire. Absolument. Non mais l'Italie, le Portugal, on a cité le Japon. Enfin, il y a plein de pays en réalité qui ont des dettes qui sont supérieures à la nôtre. Est-ce que c'est un problème en soi? Quand on lit, encore une fois, ce rapport sur la transition écologique, il nous dit qu'il va falloir accepter une augmentation du déficit public pendant un temps, pendant les 10-15 prochaines années, le temps que nous fassions cette transition, parce que nous avons besoin d'investissements publics.
Et je rappelle qu'à chaque fois que nous faisons des investissements publics, eh bien, nous le retrouvons d'une certaine manière. Quand on fait des investissements sur les infrastructures, nous enrichissons finalement le pays sur les infrastructures ferroviaires, par exemple. C'est ce que m'a dit Bruno Bonnell, qui était à votre place, patron de France 2030. Il m'a dit, mon plan, il coûte de l'argent, mais il rapporte aussi les cotisations de la TVA, etc., etc. Exactement. Quand on investit dans l'éducation, pourquoi on a décidé d'investir dans l'éducation? Ce n'est pas par pure volonté d'améliorer le sort de chacun, même si c'est un objectif important. C'est parce que la montée de l'éducation nous permet aussi de monter en compétences les personnes qui travaillent en France. Si vous augmentez les crédits sur la santé, ça permet à chacun d'aller mieux. Donc en fait, tout cela, ce sont des coûts évités. Des coûts évités. Quand vous investissez sur la santé des personnes, par exemple, vous évitez par ailleurs des allocations d'arrêt maladie, vous évitez des allocations longue durée, vous évitez des allocations handicap, et réfléchissons aux coûts à court terme et aux coûts à moyen et long terme des mesures que nous prenons. Et aujourd'hui, je pense que nous nous trompons complètement de choix. Et moi, je veux bien qu'on réfléchisse au déficit, mais alors réfléchissons-y de manière intelligente et construite. Posons les termes de ce que nous voulons comme dépenses publiques et de ce que nous ne voulons plus. Je rappelle par exemple qu'il y a une niche fiscale autour du pétrole et du charbon et de l'énergie carbonée. C'est qui a été rabotée, non ? Qui a été rabotée, mais on est à peu près à 9 milliards d'après les derniers chiffres que j'ai vus. Donc, je veux dire, posons cette question-là. Qu'est-ce que nous voulons comme déficit ? Et qu'est-ce que nous voulons comme recette et qu'est-ce que nous voulons comme dépense. Et en fait, ça, c'est un débat public, c'est un débat démocratique, c'est un débat que chaque citoyen doit avoir. C'est pas juste Bruno Le Maire tout seul qui doit décider ça. En fait, c'est tellement important dans la trajectoire que nous prenons collectivement que nous devrions avoir un débat citoyen extrêmement large parce que c'est fondamental en fait pour faire société. Sur la taxation des plus riches, Gabriel Attal, Premier ministre, dit attendre de voir des propositions crédibles des oppositions. Vous allez apporter votre contribution ? Mais on l'a fait dans les 2 derniers budgets. On a déposé moultes amendements, mais vraiment beaucoup d'amendements qui tous ont été rejetés. Et pourtant, il y avait des taxes qui ne coûtaient pas grand-chose. Par exemple, je prends un amendement que moi-même j'ai défendu qui était une taxe sur les retraites chapeaux. Alors, les retraites chapeaux, c'est le supplément d'argent que l'on reçoit quand on est dans les organes de direction des entreprises, mais vraiment dans le sommet. Et c'est un supplément pour la retraite. Est-ce que ça, on ne pourrait pas le taxer ? La réponse est oui. Ça rapporterait combien ? Non, mais ça, plus ça, on pourrait taxer les surprofits, on pourrait taxer les surdividendes, on pourrait taxer les plus riches. Donc je rappelle quand même que le montant du patrimoine a considérablement augmenté depuis le Covid. Et en fait, on règle le déficit comme ça en taxant tout ça les plus riches. Hop, les 150 milliards, on le trouve. Non. Je vous ai parlé de diminution des dépenses. Non, mais je vous ai parlé de diminution des dépenses, de certaines dépenses, notamment les entreprises les plus carbonées, par exemple, dont il faut accepter qu'elles n'aient plus de financement de l'État comme elles en ont aujourd'hui. Donc de la conditionnalité aux aides. De l'éco-conditionnalité. Ouais. Je vous ai parlé des recettes. À un moment, on peut se dire qu'on ne peut rien faire. On peut continuer cela. Mais moi, je vous alerte sur le fait que taper sur les gens qui ont le RSA, taper sur les chômeurs, taper sur les personnes qui ont les plus petits revenus, puisque l'inflation, c'est une manière de taper dans ces revenus-là. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de diminution de la TVA. Donc, en fait, l'État s'est aussi enrichi de l'inflation. Donc, taper sur les plus petits aura une conséquence. Il a manqué de la TVA en fin d'année, quand même, dans les recettes fiscales. Oui, mais à partir du moment où vous avez de l'inflation, particulièrement sur les biens, vous avez de la TVA. À quel moment on décide que c'est ça la politique de la France? À quel moment on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci? Et je vous le dis, les gens vont craquer de ça. Les gens sont en train de craquer. Quand il dit qu'il est ouvert, le Premier ministre, sur pourquoi pas des propositions crédibles des oppositions sur la taxation des plus riches, c'est une posture politique, ça n'aboutira pas, ça reste. Ils se sont opposés avec. On sent bien que dans la majorité, on voit bien que dans la majorité, ça commence un petit peu à craquer quand même sur ces sujets-là, et que c'est plus un tabou aujourd'hui. Il est temps. J'ai envie de vous dire, et j'attends de voir comment ça va se matérialiser à l'Assemblée, parce que pour l'instant, moi j'ai entendu qu'il craquait un petit peu sur la loi immigration, puis elle est quand même passée. J'ai entendu qu'il craquait un petit peu sur ça ou ça, et finalement ça passe à chaque fois.
Et ça passe dans les mesures les plus libérales. Aujourd'hui, je voudrais juste dire qu'il y a des Français et Françaises, et pas que les classes les plus populaires, aussi les classes moyennes, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui sont dans une restriction de tout, une restriction de tout. Est-ce que véritablement c'est ça la vision du progrès social que nous avons pour chacun et chacune? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que qu'est-ce que le progrès social aujourd'hui? Eh bien, ça n'est pas de diminuer les droits qui ont été acquis et conquis, souvent de haute lutte, par des personnes qui se sont battues pour les avoir. Notamment, et on finit là-dessus, Sandrine Rousseau, sur les indemnités, les allocations chômeurs, enfin de chômage des chômeurs. Aujourd'hui, c'est pourquoi pas de plusieurs mois, a dit le Premier ministre, de les réduire sans que ça aille en dessous de 12 mois. Aujourd'hui, on est sur 18 mois. Il y a déjà eu 2 réformes de l'assurance chômage. Une troisième, c'est... Mais surtout dans la réforme de l'assurance chômage que nous avons, que l'Assemblée a voté et contre lequel nous nous sommes opposés, nous la NUPES, il était dit, et c'est l'alinéa, vous savez comme dans les contrats des fois dont on ne lit pas les petits astérix, et en fait il y avait un astérix dans cette loi contre lequel nous nous sommes levés, nous, mais qui n'a pas été relevé par l'opinion publique, qui était de dire que les réformes de l'assurance chômage ne passaient plus par le Parlement et ne passaient plus par les partenaires sociaux. C'est-à-dire que le gouvernement pouvait par décret modifier les choses. Et ça en fait c'est très grave parce que c'est la fin du paritarisme. Et je rappelle que les corps intermédiaires ont dans l'histoire, régulé aussi les mouvements sociaux. Ils ont un rôle extrêmement important pour canaliser la colère et obtenir qu'elle se transforme en quelque chose. Pourquoi le gouvernement veut nationaliser alors l'assurance chômage? C'est quoi le dessein derrière? Ben ça, il faut le leur demander, mais en tous les cas, je rappelle ceci, les partenaires sociaux ont un rôle dans les démocraties. Ils ont un rôle très important de structuration du débat et aussi de canalisation de ces colères qui sinon n'ont plus de débouchés. Et je le dis, c'est dangereux. Quand il n'y a plus de débouchés à la colère, cela devient dangereux. Je le dis, je le pose, ça n'est pas une menace, c'est un constat. Nous sommes en train de déliter ce qui fait la cohésion de notre pays à une vitesse qui défie l'entendement et ce ne sera pas sans conséquence, c'est obligatoire. Maintenant, je voudrais vraiment que l'on entende que le débat n'est pas juste sur quelques économies, c'est quelle France et quelle société nous voulons. Et ça, nous devons nous poser cette question aujourd'hui. Merci pour cet entretien. Sandrine Rousseau, donc députée Europe Écologie Les Verts de Paris, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.